Salutations Tadona, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo un peu de réflexion, si j'ose dire, ouais je dis un gros mot mais vas-y je vais tenter le terme, une petite réflexion autour du manga au sens large. Alors beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute de ma vidéo assez récente que j'ai fait sur le thème des mangas surcotés, dans laquelle j'essayais d'expliquer que selon moi les mangas surcotés ça n'existe pas, parce que quand on parle de mangas surcotés on parle de mangas qui ont un succès commercial. Et j'ai expliqué dans cette vidéo qu'un succès commercial est toujours mérité. Car un manga est certes une œuvre, mais c'est aussi un produit. Et c'est impossible de vendre aux gens un produit dont ils n'ont ni le besoin, ni l'envie. Rappelle-toi, j'avais cité Loup de Wall Street. Et j'avais sorti des vrais refs, attention. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir, parce que c'était une masterclass, une fois de plus. Oui. Aujourd'hui, justement, on va essayer de s'intéresser à cet aspect un petit peu plus commercial du manga, cet aspect un peu plus marketing du manga. Et en quoi mêler création artistique et marketing, ce n'est pas du tout une hérésie, ça fait même partie intégrante du processus créatif. Oui, mais avant d'aller plus loin, on va quand même essayer de définir un peu les termes. Ça n'a pas été évident en fait. Quand je parle de marketing du manga, je ne parle pas du merchandising, de la publicité pour vendre tel ou tel manga. Parce que là, on parle plus d'économie, de business plan et d'un aspect purement mercantile. Quand je dis marketing, en réalité, je veux parler de ce qui, dans une œuvre, dans une histoire, dans un univers, va permettre d'attirer l'attention du lecteur et qui va créer un lien avec le public, qui va lui donner envie de suivre cette histoire. Donc pour moi, il faut d'un côté séparer le marketing dur, hein, on va appeler ça comme ça, qui consiste au merchandising, à la publicité, tout ça, et le marketing un peu plus conceptuel, un peu plus narratif. Parce que j'appelle ça marketing, mais j'ai pas trouvé de meilleur terme pour t'expliquer ce que je voulais dire. Voilà, donc on va parler plutôt de concepts qui résonnent dans le public en fait, pour que ton œuvre fonctionne. C'est ça que je veux dire quand je dis marketing conceptuel ou marketing narratif. J'invente un peu des concepts, parce que finalement je suis un théoricien. Voilà, ouais, je le dis, je théorise le manga en fait. J'en suis là, je suis à ce niveau-là en fait. Oui. Donc quand je te parle de marketing conceptuel ou narratif, c'est quelles sont les idées, quels sont les concepts, les idées fortes qui feront que ton œuvre va résonner, aura un écho auprès du public. Qu'est-ce qui fera qu'une œuvre va avoir plus de succès qu'une autre auprès du public? Voilà, et bien souvent d'ailleurs le marketing dur s'appuie un peu sur le marketing conceptuel pour faire du bif, hein, on en reparlera dans cette vidéo. Et une des définitions du marketing, c'est de définir et de répondre aux besoins et aux envies des consommateurs. Alors personnellement, j'aime pas dire que je consomme du manga, mais il faut bien avouer qu'en réalité 90% des fans d'anime ou de manga consomment les animés et le manga. Et oui, je sors cette statistique de mon trou de balle. Vas-y renifle, ça sent très bon. Oui. Et pour tenter de te faire comprendre ce que je veux dire par marketing conceptuel ou marketing narratif, je vais tenter d'illustrer ça en étudiant, en prenant pour exemple quelques grands succès récents de l'animation ou du manga. En général, c'est les deux de toute façon. Oui. Je pense qu'on sera tous d'accord pour parler de ce qui est sans aucun doute le plus gros succès manga et animé des années 2020, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, t'appelles ça comme tu veux. Alors bien qu'ultra apprécié, Demon Slayer a aussi pas mal de détracteurs, disant justement que c'est un animé surcoté qui ne mérite pas son succès, parce que finalement, il propose quelque chose d'ultra basique. Mais marketingment parlant, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, c'est très bon en fait. C'est l'histoire de Tanjiro, un garçon super gentil, doux et bon et généreux, genre le Charling Gage du shonen, qui prend soin de sa famille et tout. Puis boum, sa famille se fait sauvagement assassiner et il devient un chasseur de démons pour se venger. Le point de départ de l'histoire repose sur un thème vieux comme Hérode et suffisamment universel pour parler au plus grand nombre, une histoire de vengeance, auquel se rattache un thème tout aussi universel, le deuil et la perte de ceux qu'on aime. Et autour de ça se greffe tout un tas de concepts simples mais suffisamment accrocheurs. Tanjiro balade sa sœur démon dans une caisse sur son dos. Les personnages ont tous des designs très originaux avec des codes couleurs très reconnaissables. Le concept des pouvoirs et des différentes organisations sont eux aussi ultra simples à comprendre. Il y a l'organisation des exorcistes contre l'organisation des démons. Les démons sont méchants parce qu'ils mangent des gens, les exorcistes se battent au katana et ont chacun une technique de combat qui se base sur un élément. Il y en a un qui va faire du feu, l'autre du vent, l'autre de l'eau, etc., etc. Alors oui, ça n'invente concrètement rien, ou en tout cas pas grand chose, mais c'est pas grave parce que c'est suffisamment simple et impactant pour attirer l'attention et garder cette attention. Parce qu'en fait,
Juste attirer l'intention, ça suffit pas. Juste faire simple et impactant ne suffit pas en soi. Rester dans les clous, si tu veux, de ce qui se fait, ça ne suffit pas en soi. Il faut réussir à quand même proposer quelque chose de différent de ce qui se fait sur le même créneau. C'est là que ça devient compliqué. Beaucoup d'histoires de vengeance abordent cette thématique sous le prisme de la colère, de la haine, de la recherche de vengeance à tout prix. Souvent dans ce genre d'histoire, le héros s'enfonce dans un chemin assez tortueux, un peu sombre, au risque même de perdre peu à peu son humanité. Et ben Demon Slayer, ça prend totalement le contre-pied de ça. Demon Slayer, ça va plutôt s'orienter vers un héros qui, au fur et à mesure qu'il avance dans son cheminement, deviendra toujours un peu plus humain. Ça va jouer, ça va chercher à créer de l'émotion, mais plutôt positif. Enfin, pas forcément positif, mais pas que négatif. On va pas te parler de haine ou de ressentiment dans Demon Slayer, on va te parler de mélancolie, de tristesse, du deuil, de dépassement du deuil, d'aller de l'avant, que malgré la tristesse du monde, la vie est belle. Voilà, on va jouer sur ces leviers émotionnels-là. Et ça, Demon Slayer, pour appuyer sur ces leviers-là, pour susciter ces émotions-là, ça le fait très très bien. Sans déconner, dans Demon Slayer, même moi, hein, qui est réputé pour avoir un cœur de pierre, des fois je lis le truc ou je vois l'animé, ça m'arrive d'avoir légèrement l'œil humide. Je veux dire, là, il y a de l'émotion, je veux dire. Oui. Et on peut aussi ajouter à ça les cibles éditoriales. Parce que Demon Slayer, ça arrive à te servir des combats neketsuesques dantesques, tout en parallèle à parvenir à te proposer des trucs basés très sur l'émotionnel, sur les relations entre les personnages. C'est-à-dire qu'on arrive à choper un lectorat à la fois plutôt masculin et un lectorat plutôt féminin. Et là, je suis pas en train de te dire que les garçons, c'est forcément que des bourrins qui s'intéressent pas à l'émotion et que les filles s'en foutent des combats et s'intéressent qu'à l'émotion. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que s'il y a des cibles éditoriales dans les mangas shonen, shoujo, c'est pas fait pour les chiens. C'est qu'il y a une raison à ça. Oui, d'ailleurs c'est reconnu que Demon Slayer a un énorme succès au Japon auprès du lectorat féminin, hein, donc je n'invente rien. Demon Slayer, c'est des concepts simples et impactants, des thèmes universels, un visuel atypique et attrayant, avec un ton aux antipodes de ce qui se fait d'habitude dans ce genre de manga, et qui en plus est capable d'aller chercher des lecteurs ou des spectateurs pour l'animé en dehors de sa cible éditoriale. Alors une fois qu'on a dit tout ça, le succès démentiel de Demon Slayer devient évident. Toutefois la question se pose, est-ce que tout ça suffit à en faire une grande œuvre? Alors non, il est vrai que toutes les grandes œuvres ont un grand succès, mais la réciproque n'est pas forcément vraie. C'est pas parce que Demon Slayer, là, tout de suite, à l'instant T, c'est un succès incroyable, que dans 20-30 ans, ça restera un modèle du genre. Hein. Et puis la question est beaucoup plus subjective, donc ça, à la limite, j'ai envie de te dire, on en reparle dans 40 piges. On verra bien. Oui. Intéressons-nous à présent à un autre succès récent, Jujutsu Kaisen. Pitch de départ, on a un lycéen orphelin complètement con mais giga balèze qui se retrouve enrôlé dans une organisation de chasseurs de démons parce qu'il a mangé un doigt maudit, qui fait qu'il partage son corps avec le démon le plus puissant du game. Je dois vraiment développer là? Je vais le faire, hein, parce que du temps de vidéo tout ça, mais normalement arrivé là, t'as déjà compris les bails. Oui. En 1, on a un héros teubé mais très fort, élevé par son grand-père. Archétype ultime du héros de Neketsu. Luffy, Goku, Naruto, c'est ça. Oui mais Naruto est pas élevé par son grand-père, ta gueule, le troisième Hokage c'est quoi? Ouais bah voilà. 2. Le héros est habité par un démon ancestral qui est à la fois une source de pouvoir et une malédiction, qu'il parvient à maîtriser grâce à sa force intérieure et sa détermination. Je ne vais même pas te donner d'exemple, je suis sûr qu'il y en a 10 qui te sont venus à l'instant. 3. Le héros va dans un lycée d'apprentis exorcistes et va combattre une organisation démoniaque. De plus, il va faire équipe avec une meuf caractérielle qui se croit bonne et un brin taciturne qui a du mal à l'apprécier au début, mais avec qui il va développer une amitié teintée de rivalité et de respect mutuel. Et je pourrais continuer comme ça pendant un petit moment. Je pense que t'as saisi l'idée. Jujutsu Kaisen, marketingment parlant, ça a du succès parce que, en grande partie, ça prend tous les archétypes, tous les tropes, on peut appeler ça comme ça, des shonen neketsuesques du genre, si tu veux. Mais en soi, comme je le disais tout à l'heure pour Demon Slayer, ça ne suffit pas pour faire un succès durable. Ça suffit pour être facilement compréhensible, ça suffit pour attirer l'attention du plus grand nombre, mais ça ne suffit pas à construire un succès sur la durée, en fait. Ça ne suffit pas à garder l'attention du public. En effet, comme pour Demon Slayer, il faut réussir à proposer une approche différente de ce qui se fait d'habitude dans ce genre de manga. Là où la plupart des shonen du genre sont très axés
motivation et dépassement de soi altruiste, Jujutsu Kaisen est beaucoup plus cynique, plus sombre. Les persos ne sont pas spécialement vertueux et l'assument totalement. Et si on fait abstraction de tous les mangas qu'a fait Yoshihiro Togashi, dont on attend le retour avec impatience d'ailleurs, et ben Jujutsu Kaisen, ça peut se démarquer. On peut considérer que l'approche de Jujutsu Kaisen est un petit peu originale finalement. J'aurais aussi pu parler de Chainsaw Man qui part d'exactement la même base d'ailleurs, sauf que l'approche est encore plus barjo que Jujutsu Kaisen, et le succès un peu moindre quand même. Mais ça va changer quand les animés only vont découvrir la dinguerie. Mais bien sûr, ça je te le signe direct, Oracle. Chainsaw Man, ça va tout péter. Je vais prendre à présent un exemple un peu moins récent, mais récent quand même, hein. Shingeki no Kyojin. Le concept de base de Shingeki no Kyojin, c'est quoi? Le concept de base, hein, c'est des géants tout nus qui bouffent les gens, dont le héros veut se venger parce que ces mêmes géants tout nus qui mangent les gens ont mangé sa daronne. C'est ça le concept de base, oui. Là pour le coup, on a un concept franchement original, l'humanité menacée par des géants qui mangent les gens dans un univers médiévalo-steampunk. Les humains les combattent à coups de jetpack, avec des câbles et des grosses lames de rasoir pour protéger le mur qui les sépare de l'annihilation. C'est original de ouf et super impactant. Obligé, t'as envie de regarder ou de lire ce truc. Mais tout original que c'est, ça repose quand même sur des tropes universelles. L'humanité face à la fin du monde et une histoire de vengeance. Et là, il va y avoir des fans hardcore du nord de Shingeki no Kyojin qui vont commencer à gueuler « Oui, mais chef, tu peux pas résumer le succès de Shingeki no Kyojin à ça, en vrai l'histoire est beaucoup plus dense et beaucoup plus contexte, blablabla, blablabli, blablablo. » Oui, vous aurez tout à fait raison de me dire ça. En effet, SNK a dans un premier temps réussi à marquer les esprits avec un concept fort, impactant et un ton sans concession. Et au fur et à mesure du récit, l'univers s'est étoffé, l'histoire s'est complexifiée, s'est densifiée, et l'univers s'est même réécrit au fur et à mesure qu'un twist arrivait, en fait. Parce qu'en fait, là, je te dis, le concept des SNK, c'est des gens tout nus qui mangent les gens. En fait, c'est pas du tout le délire. Tu le sais très bien, je veux pas spoiler ceux qui connaissent pas. Oui. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je le répète ici, hein, Shingeki no Kyojin, pour moi, c'est la masterclass des masterclass des 10 dernières années. Je le dis. Sans trembler. Même si la fin fait polémique, je suis désolé, le manga reste une masterclass, c'est une dinguerie. Oui. Mais le cas Shingeki no Kyojin illustre bien qu'il ne faut pas s'arrêter aux qualités marketing d'une œuvre pour la définir. Ces aspects marketing sont nécessaires pour capter l'attention du public, pour résonner auprès de lui, et une fois que cette connexion est faite, et c'est sans aucun doute ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est là qu'on essaye de l'emmener ailleurs. Et c'est valable pour Shingeki no Kyojin, comme c'est valable pour Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Deux œuvres qui se sont bâties sur des concepts très connus et universels, mais dont je pense personne ne remettra en cause leur sincérité et leur identité propre. On en revient à ce que je voulais dire au début de cette vidéo. Pour moi, l'aspect marketing d'une œuvre est absolument essentiel. Selon moi, il n'y a pas de grand succès sans concept impactant, fort et simple à comprendre et facilement compréhensible. Et ça, on s'en fout que ce soit original ou non, ça ne rentre presque pas en compte en fait. Bon, et là, il va y avoir des gens branlotins éthiques qui vont me sortir « Oui, mais c'est quoi le plus important? C'est de concevoir une bonne histoire, une bonne œuvre ou de concevoir un bon produit ?» Et ben moi je leur répondrai tout simplement à cela que quitte à s'emmerder à faire une bonne histoire, autant faire en sorte qu'elle soit lue par le plus grand nombre. Non? Ou pas? Je sais pas, hein. Je pose la question. Et pour finir, on va parler de Joseph Campbell et de son bouquin Le héros aux 1001 visages. Et oui, je sais ce que tu dis. Tu dis putain, il nous emmerde avec ses références littéraires, genre il a lu des livres. Oui, excusez-moi d'avoir lu des livres, comme dirait l'autre. T'as la ref. Joseph Campbell, c'est un spécialiste des mythes. C'est le gars, il a étudié des milliers de mythologies venant de différentes civilisations à travers le monde, et il s'est rendu compte que toutes ces mythologies, tous ces mythes, tous ces contes, toutes ces légendes avaient beaucoup de points communs. Il y avait des structures en commun, des archétypes en commun, des thématiques, des sujets en commun, et aussi des images et des symboles en commun, bien sûr. Et suite à ça, il a pondu sa théorie du monomythe, qui, si je devais la résumer très simplement, très grossièrement, se résumerait à finalement toutes les histoires du monde sont les mêmes. Alors dans la croyance populaire, beaucoup de gens pensent que ce bouquin c'est un espèce de guide pour écrire de bonnes histoires, alors qu'en fait c'est pas du tout le délire. Dans cet ouvrage, Joseph Campbell s'intéresse à comment les mythes sont construits, certes, mais ce qui l'intéresse surtout c'est de mettre ces mythes
en corrélation, en parallèle avec la psychologie humaine, la psychanalyse, l'analyse des rêves, ici beaucoup Freud, etc. etc. Donc c'est des trucs pas très scientifiques forcément, mais néanmoins intéressants. Et il en ressort que si tous les mythes, et ça peu importe l'époque où la civilisation, sont les mêmes, c'est parce que finalement tous les êtres humains, peu importe l'époque ou l'endroit où se trouve sur le globe, leur culture, leur civilisation, tout ça, ont les mêmes aspirations, ont les mêmes angoisses, les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes sentiments, les mêmes questionnements en fait. Si tous les mythes se ressemblent, c'est parce que tous les humains se ressemblent en fait. Si on extrapole un petit peu. Et si on suit un peu le raisonnement du bouquin, ça voudrait dire que les mythes les plus persistants sont ceux qui répondent le plus à nos doutes, nos aspirations, nos peurs, nos questionnements, etc., etc. Et ma théorie personnelle, c'est que notre mythologie moderne, c'est la pop culture dont fait partie le manga, et que du coup, le manga, comme le comics, comme le cinéma, tout ça, n'échappe pas à ça. On peut légitimement penser que les œuvres qui ont le plus grand succès public sont des œuvres qui, indépendamment de leur qualité artistique, parviennent à toucher, à résonner avec les envies et les besoins du plus grand nombre. Avec les exemples que j'ai pris dans cette vidéo, on peut aussi illustrer cette notion de besoin et d'envie du public. Le grand public ne ressent pas forcément le besoin ou l'envie de lire des choses qui abordent des thèmes qu'il n'a jamais abordés, ou d'une façon qu'il n'a jamais envisagée. Et c'est bien dommage, je suis d'accord. Le grand public a besoin de concepts forts et a envie d'être capable de se retrouver dans les histoires qu'il lit. C'est pour ça qu'on use d'archétypes et qu'on aborde souvent de grands thèmes universels. C'est pour pouvoir parler à tout le monde, pour pouvoir être compris, et surtout pour parvenir à toucher les gens. Émotionnellement dans un premier temps, artistiquement dans un second temps, et dans un troisième temps, bien sûr, on pourra les toucher financièrement, les toucher au portefeuille, avec un peu de merchandising. T'as kiffé les designs de Demon Slayer? Tiens, prends ta peluche Nezuko. T'as kiffé les lames de rasoir dans Shingeki no Kyojin pour couper des nuques de titans? Bah tiens, on sort la marque de rasoir Shingeki no Kyojin, parce qu'on s'en bat les couilles. Voilà, c'est de ça que je te parlais au début, quand je te disais que le merchandising, le marketing dur s'appuyait sur le marketing de l'histoire. Bah ouais, ils vont prendre tous les éléments de l'histoire qui sont intéressants, et vont trouver un moyen de le faire un produit dérivé avec. Voilà, pourquoi tu crois que Goku, il a 36 000 coupes de cheveux différentes? C'est pour ça, bien sûr. Mais bref, on digresse un petit peu, c'était pas le cœur du sujet de base. Et je précise que je n'ai rien contre le merchandising, ça fait partie de l'économie du manga, des animés, et puis le merchandising, ça s'arrête pas au manga et aux animés d'ailleurs, ça fait partie de l'industrie, c'est comme ça, on aime, on n'aime pas, moi je suis pas spécialement contre. Là où ça devient chiant, c'est quand le merchandising guide l'œuvre. Là, ça devient relou. Mais en général, quand c'est l'inverse, c'est pas gênant. Bref. Oui. Tout ça pour dire que quand je parlais dans une vidéo précédente des mangas surcotés, du fait qu'ils n'existent pas parce qu'un manga qui a un succès public ou un succès commercial, appelle ça comme tu veux, le mérite forcément parce qu'il répond d'une manière ou d'une autre aux envies et aux besoins du grand public. Voilà, et ben quand je disais ça, c'est de ça que je voulais parler. Tout ce que je viens de te dérouler, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Ouais. Voilà. J'ai pas de meilleure conclusion que ça, même si j'avoue qu'elle est pas ouf, mais je ne vois pas quoi rajouter. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, j'espère que tu auras compris un peu ce que j'ai voulu t'expliquer, sur quoi j'ai voulu réfléchir. Hein, je sais pas, on ose les termes, on sait jamais. Sur ce, bah abonne-toi, mets la cloche, mets un petit commentaire, mets un pouce bleu, et que la passion te guide. Lis mon webtoon. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?